terre promise à la manufacture de livres. Jérémie commence à marcher vers le Nadir, qui disparaît au centre d'un monôme de badauds et de voitures garées n'importe comment. Il se prend à trottiner, la gorge serrée à suffoquer. « Maman, sors de cet hôtel de merde. » C'est un mantra. Loin derrière monte la voix de Fela. Jérémie se colle à un mur derrière 40 badauds qui crient au mec du deuxième étage de ne pas sauter. Aussitôt, l'un d'eux s'écrase comme du guano sur le toit d'une Twingo noire. 2 femmes en boubou entrent en transe, les flics en tenue arrivent en hurlant, les pompiers ne peuvent pas travailler, le bordel est grandiose. « Maman, sors de là. » Le Nigérian n'ose approcher, trop de flics, trop de lumière. Quelques silhouettes égarées jaillissent par la porte d'entrée. Une ambulance Queen, 2 infirmiers blacks en sortent et se portent vers les blessés qui titubent sur le trottoir. Au dernier étage, Martin, soulevé par Poulain, se rétablit sur le zinc mouillé. Une balle siffle à ses oreilles. Le policier roule sur lui-même et se colle à une cheminée. Il pense aux employés de la bijouterie tués froidement par Rachid. Et quand l'ombre du truand se découpe sur le ciel jaune, il ne fait aucune sommation et plante 2 balles précises dans le corps du braqueur. Sur le trottoir, les infirmiers évacuent des corps inanimés sur des civières. Jérémie se fond dans la masse. Il aperçoit Mama Kali au premier rang des badauds. La prostituée est une vieille copine de sa mère et pense, elle aussi, à son amie cernée dans les étages par l'oxyde de carbone dévastateur. À gauche de la porte, un clochard porte un jean rouge et son t-shirt arbore le visage émerveillé de Marilyn Monroe. Il ramasse un mégot de cigarette et se le plante dans le bec. Dans le même temps, une civière apparaît dans l'entrée et Jérémie repère les pieds nus de sa mère, reconnaissables aux 3 bagues d'étain glissées autour de son orteil gauche. Mama Kali n'est pas en reste et se penche vers l'infirmier, indiquant le corps sous la couverture. Le black lui serre l'épaule et secoue la tête de gauche à droite. Elle se détourne, masquée. Redressant le visage, elle voit Jérémie à 5 mètres. D'un geste de l'index, elle lui fait non. Le gamin recule, se fond dans l'anonymat. Il attend de dépasser l'attroupement et laisse les pleurs rouler sur ses joues maigres. Puis il glisse lentement vers la rue de Gessin, prend plus loin la rue Stephenson et s'accoude à un bout de grillage au-dessus des voies qui jaillissent de la gare du Nord. Dans son dos, 3 sans-abri ont allumé un brasero et se chauffent autour en buvant du vin rouge. Jérémie contemple sans le voir un RER qui serpente à ses pieds et prend la direction d'Aulnay. Les années dures avec Donna lui reviennent en mémoire, mais sa douleur est vive. Il est seul maintenant, et personne ne regardera passer les trains avec lui dans le brouillard du petit matin. Il se détourne du réseau ferroviaire, remonte la rue Stephenson et bifurque à droite de l'église Saint-Bernard. Devant un bar de nuit, une tenancière s'est maquillée les lèvres à l'acte d'un rouge flamboyant. Elle pèse dans les 100 kilos et sa poitrine évoque un meuble sans rapport avec le reste de son corps. Il passe son chemin vers le square Léon encore ouvert. Des ados se meuvent dans la pénombre, poussant devant eux un ballon siglé Ronaldo. Ils retiennent leurs cris mais soufflent bruyamment. Puis il avance dans les rues de Barbès, opérant un large détour qui lui permet d'éviter la rue de la Charbonnière. Revenu à l'extrémité de la rue de Gessin, il pénètre dans le square de petite dimension. 2 SDF ont installé une tente quechua au fond, derrière les bancs, et fument en agitant des bouteilles vides. Jérémie s'allonge malgré le froid sur un siège solitaire. Il remonte le zip de son blouson en plume, ferme les yeux et fait semblant de dormir. À 5 heures, frigorifié, il se lève et commence à marcher sans but, sinon celui de se réchauffer. Il passe devant le Zodiac fermé. Enfin, il se décide à traverser Barbès pour rejoindre le métro du même nom. Ici, les bars ouvrent tôt. Il en trouve un franchement marécageux, mais c'est le froid qui commande. Il entre, s'assoit le plus loin possible de la porte et réclame un expresso et une tartine. Il tire le Mac de sous son blouson et vérifie que l'objet fonctionne. Rassuré, il jette un coup d'œil sur la boîte mail du site et ne découvre qu'un seul message. Vous n'avez pas posté la page de The Press
You got to pay to be free.